Le nom que l'on donne à la ville dans l'Antiquité n'est pas connu avec certitude. C'était vraisemblablement celui du dieu gaulois des sources Borvo, qui vient de Burbo, signifiant boue ou bourg. En 52 avant Jésus-Christ, les Romains découvrent et commencent à exploiter les sources thermales, en renommant la ville Aquae Bormonis. Les voies romaines et les villets se développent aux alentours. Les thermes sont utilisés dès cette époque et sont réaménagés à plusieurs reprises. Les thermes primitifs étaient situés en centre-ville, à l'emplacement des trois puits, où sourd l'eau thermale à 52 degrés. À l'arrière, le logis du roi a remplacé au XVIIe siècle l'établissement de bains primitifs. Charles de Lorme fit de Bourbon-l'Archambault une ville d'eau à la mode où se presse tout Versailles. Mesdames de Sévigné et de Montespan, Scarron, Boileau, ainsi que d'autres princes. Le grand établissement thermal, construit en 1885 par Charles Lecœur, est encore fréquenté par près de 4000 curistes chaque année. Ils peuvent admirer de magnifiques céramiques de Léon Parpillier, dont la déesse de l'eau, dans le grand hall. Les indications médicales des eaux de Bourbon-l'Archambault sont la rhumatologie et la gynécologie. Dès l'Antiquité, la ville est donc connue et occupée pour ses sources thermales, et il a pu y avoir, dès cette époque, un fort à l'emplacement de l'actuelle forteresse. C'est ce fort qui deviendra le point central d'une viguerie après les invasions barbares. Ce castrum fut d'ailleurs incendié par Pépin le Bref en 761. La forteresse médiévale est située sur un promontoire rocheux d'environ 150 mètres de longueur pour 45 à 60 mètres de largeur. Ce site est protégé au nord par un large fossé creusé de main d'homme devant vous, à l'ouest, sur votre droite par un étang, et domine largement la ville au sud et à l'est. Cet éperon rocheux possède des possibilités défensives réelles et il semble naturel que cette forteresse se soit imposée ici. En effet, le cours de la rivière a été bloqué par une levée de terre. Ainsi, une partie de l'eau de l'étang se déverse dans les fossés creusés le long de la face nord de l'éperon, le transformant en véritable île. Vers 915, pendant le règne de Charles III le Simple, Aymar, le nouveau seigneur de Bourbon, donne la terre de Souvigny au monastère de Cluny. L'abbaye nouvellement créée à Souvigny et le château de Bourbon constituent le centre d'un domaine de plus en plus puissant. Le premier sire, Archambault, apparaît dans un acte par lequel il confirme la donation de l'abbaye de Souvigny en 959. Il devient le premier seigneur de la ville et donnera donc son nom à Bourbon-l'Archambault. Ses successeurs renforcent leur position de sire de Bourbon en s'appuyant sur la forteresse et l'abbaye de Souvigny et agrandissent leurs possessions vers le Berry, l'Auvergne, les comtés d'Autun et de Nevers. À la mort prématurée d'Archambault V, son fils est écarté et c'est Aymon II Verbache, le frère cadet d'Archambault V, qui devient sire de Bourbon après l'intervention de Louis VI le Gros. Le pouvoir passe donc à la branche cadet. Le fils d'Aymon reprend le nom et devient Archambault VII. Il partira en croisade aux côtés de Louis VII. De cette expédition naît son blason, d'or au lion de gueule à l'orle de 8 coquilles azur. En 1171, Mathilde, la petite fille d'Archambault VII, devient dame de Bourbon après le décès prématuré de son père. Elle épouse en second mariage Guy de Dampierre, avec qui elle aura 6 enfants, dont Archambault VIII, dit le Grand. Proche de Philippe Auguste, qui lui confiera la garde de la terre d'Auvergne, il meurt en 1242. Son fils, Archambault IX, part en croisade en 1248 et meurt l'année suivante à Chypre. Ce sont ses filles, Mathilde et Agnès, qui lui succèdent, puis sa petite-fille, Béatrix de Bourbon. Elle épouse en 1276 le plus jeune fils de Saint-Louis, Robert de Clermont en Beauvaisis, apportant à la maison de Bourbon le prestige de l'appartenance à la famille royale. Le château est reconstruit à l'occasion de cette union, en reprenant des éléments typiques de l'architecture royale de l'époque, notamment les grosses tours rondes. Leur fils, Louis Ier, devint le premier prince des fleurs de lys de la maison de Bourbon, arborant l'écusson de France, au bâton de gueule péri en bande brochant le tout. En 1315, il modifie le statut de la chapelle castrale en Sainte-Chapelle, afin d'y conserver les reliques offertes par Saint-Louis. Cependant,
Louis Ier s'installe à Moulins et la ville devient le centre du territoire des seigneurs de Bourbon. Malgré tout, le château de Bourbon est encore utilisé pour les grandes cérémonies revêtant un caractère solennel. En 1327, Charles IV transforme en duché-pairie la seigneurie de Bourbon. Louis Ier devient alors duc et pair de France et participe avec les autres pairs de France au couronnement du roi. Pendant la guerre de Cent Ans, le château subit les assauts des pillards du prince noir qui sillonnaient l'Auvergne. De là vint sa réputation d'imprenable. Louis II fit faire d'importants travaux, dont l'aménagement du logis au revers des 3 tours du front nord et la surélévation de ces mêmes tours. Il décida également la construction de 2 tours, dont la tour Quiquendone. La légende dit que lors de sa construction, les villageois étaient mécontents, mais le seigneur décida qu'elle serait bâtie Quiquendone. Il est cependant plus probable que ce nom vienne de son architecte. 3 autres tours portent également ce nom, une à Tours, une à Saint-Malo et une à Nantes. En 1371, Louis II épouse Anne, dauphine d'Auvergne, réunissant ainsi les terres de Bourbon et d'Auvergne. Il prit part au gouvernement des oncles, la régence du royaume de France, lors de la minorité de Charles VI, avec les ducs d'Anjou, de Bourgogne et de Berry, puis lors de ses accès de folie. Après la victoire d'Henri V d'Angleterre à Azincourt, plusieurs princes sont envoyés comme otages en Angleterre, notamment le fils de Louis II, Jean Ier de Bourbon, qui meurt en captivité en 1434. Son successeur, Charles Ier, gère le domaine, en l'absence de son père. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, il combat les Anglais, mais échoue lors de la bataille des Harengs en 1429. Après cet échec, il se retire à Moulins, mais parvient à convaincre son beau-frère, Philippe III de Bourgogne, de renier son alliance avec le roi d'Angleterre pour se rapprocher du roi de France, Charles VII. Il est l'instigateur du complot de la Praguerie en 1440. À sa mort, en 1456, il est inhumé dans la chapelle Neuve, vaste chapelle funéraire de style flamboyant, ajoutée à la prieurale de Souvigny. Son fils, Jean II de Bourbon, devient duc en 1456 et participe à plusieurs campagnes. Charles VIII le nomme connétable de France en 1483. Dès 1478, Jean II prépare la fondation d'une seconde Sainte-Chapelle dans le château de Bourbon-l'Archambault, en acquérant de nouvelles reliques de la Passion du Christ. Cette chapelle, beaucoup plus vaste que la première, ne sera terminée qu'au début du XVIe siècle par son frère Pierre II et Anne de France, après la mort de Jean II en 1488. Elle fut construite sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris. Le dernier duc est Charles III de Bourbon, connétable de France. Fils de Gilbert, comte de Montpensier, une branche cadette de la famille de Bourbon, il épouse en 1505 Suzanne de Bourbon, fille de Pierre II et Anne de France. Ils ont 3 enfants, morts en bas âge, laissant le duché sans succession. François Ier propose alors à Charles III d'épouser sa mère, Louise de Savoie. Le connétable refuse et se réfugie auprès de Charles Quint qui lui avait proposé d'épouser sa sœur, Éléonore. Il se rallie donc à Charles Quint lors du conflit entre celui-ci et François Ier, qui revendiquent tous deux la succession de l'empereur Maximilien. Charles III est contraint de s'enfuir. Il meurt pendant le sac de Rome en 1527. François Ier saisit le duché et en fait don à sa mère. Le duché sera finalement définitivement rattaché à la couronne à la mort de Louise de Savoie en 1531, et François Ier épouse Éléonore, sœur de Charles Quint. Le château est vidé de son mobilier et abandonné. Seuls les chanoines des Saintes-Chapelles continuent à occuper le château. Privé de tout entretien, il tombe en ruine et sert de carrière de pierre. Les chanoines eux-mêmes utilisèrent les pierres pour se construire des maisons dans la basse-cour. Plusieurs événements climatiques endommagent les Saintes-Chapelles en 1589 et 1641. Le château est pratiquement abandonné. Il ne reste que quelques chanoines qui seront chassés à la Révolution. La ville change de nom vers 1792 pour devenir Burges-les-Bains. En 1793, le comité révolutionnaire envoie une délégation afin de brûler les archives restées sur place. Les cloches de la ville sont démontées et fondues pour en faire des canons. Les 2 Saintes-Chapelles sont alors entrées dans des états. La tour Quiquendone va servir de prison. Un autre changement de municipalité en 1806 rendra le nom de Bourbon-l'Archambault à la ville. En 1832,
Les ruines échurent au duc d'Aumale, qui mit en vente les 3 tours nord. Mais grâce à l'intervention d'un artiste local, Achille Allier, Non, les tours de Bourbon-l'Archambault ne doivent pas être livrées aux tailleurs de pierre. Si l'héritier royal des millions du prince de Condé a tellement besoin de quelques 1000 francs qu'il lui faille vendre la seule propriété qui porte son nom, moi, bourgeois de Bourbon-l'Archambault, j'achèterai le château de nos ducs aux enchères. Puis, je graverai en lettres profondes sur ces vieilles murailles « Château des ducs de Bourbon, vendu à Achille Allier, bourgeois et artiste, par Monseigneur d'Aumale, légataire universel du duc de Bourbon. » le prince des avoit ses conseillers. Les affiches furent déchirées et la vente fut annulée. Aujourd'hui, les restes du château se composent des 3 tours du front nord, d'une partie du logis attenant et de la tour qui cangrogne. Les 5 chapelles ont quant à elles totalement disparu. Les 3 tours appartiennent à la Fondation Saint-Louis, qui administre les biens du comte de Paris, tandis que la tour qui cangrogne appartient désormais à la municipalité. L'association pour la mise en valeur du site du château des Ducs de Bourbon-l'Archambault fut créée avec l'accord de la Fondation Saint-Louis en 1990. Elle organise la visite des 3 tours. Aujourd'hui, on peut visiter la forteresse de la mi-février à décembre. Et maintenant, laissons place au divertissement et à la magie avec le spectacle Son et Lumière. Merci de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon spectacle.